Et bonsoir tout le monde. Salut G, Taeldan, Gaspoir, Tonton, Samot Kikort, Azur, Bloodraven, Borgid, Mister Lertac, Duck of Change, Toldan, Lazy, Chromie, Talvion, Brax, PLH, Graph Express, Citruoc, Machandia, Isiltan, Lou, Numérique, Yorkshire Torp, Hysterius, Kaivan, Captain Kiwi, Frogold, Ornithorynque et Drallers et Monaco. J'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup Tonton Hero pour les 13 mois de tier 1. Et merci beaucoup Duck of Change pour l'année entière de tier 1. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. On est lundi soir. Retour des deux tournois. C'était très cool. Et pour débriefer ce match retour L1 et la Ligue 1 en général, je suis accompagné ce soir de Thomas Floquet à Foc. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut, salut. Bah écoute, ça va pas des masses. Je suis un peu fatigué et un peu malade. J'ai l'impression d'avoir chopé un truc à cette L1, mais écoute, je suis quand même content d'être entré. Ouais, et puis content de la L1, hein. Moi, j'ai passé un super week-end. Qu'est-ce que tu as Ouais. pensé, toi, de ce match, de cette ambiance, du lieu, tout ça? Moi, j'ai kiffé le lieu. Alors, c'était un poil petit pour le nombre de joueurs et tout ça, mais au-delà de ça, en plus, j'ai pu discuter avec les gérants du lieu, donc le Café du Vieux-Monde. Enfin, j'ai trouvé la démarche qu'ils avaient été super sur leur manière de proposer leur service et leurs produits. C'était vraiment super. Et au-delà de ça, non, en plus, très chouette. Il a fait plutôt beau. C'était super agréable. Ouais, et puis on a été bien reçus, autant en termes de bouffe qu'en termes d'accueil. C'était Ouais, cool. Ça change des sandwichs. Merci beaucoup au staff du Café du Vieux-Monde. Franchement, ça c'est sûr. Ouais. la bouffe, c'était très, très cool d'avoir pas le traditionnel sandwich. Donc un grand plaisir, ça. Et puis un staff très cool, une orga très cool, un poil serré, mais bon, c'est plus les coachs qui ont des soucis avec ça que nous. Nous, quand on est à table, ça va. Mais j'avoue qu'Adrien avait un peu de mal à circuler, mais il a fait avec et ça s'est très très bien déroulé. Euh, Sinon, du coup, sur les résultats, on va commencer par les résultats et puis on va débriefer les pairings un par un. Les Sect of Monk ont fini premier, un immense bravo à eux. Ils finissent Ouais. premier de cette étape retour avec un full win. Moi, je m'y attendais un peu parce que, comme je l'avais dit dans mon stream, je pensais que c'était soit eux, soit nous qui allaient décrocher la première place. On jouait les premiers contre les Sect of Monk. Nous avons perdu de 9 points. Donc une petite victoire de la place des Monks, mais une victoire néanmoins. Encore une fois, un immense bravo à eux. Qu'est-ce que tu as pensé, Thomas, globalement? On rentrera dans les pairings après. Qu'est-ce que tu as pensé globalement tout au long du week-end de cette équipe Sect of Monk? Sect of Monks. Bah, nous, on les a joués en première ronde, donc on a commencé direct avec les plus durs. Et clairement, bah, quand on regardait les listes dès le début, ceux qui avaient le roster le mieux construit, roster qui tournait bien, enfin ça se sentait que ça avait été réfléchi et qu'ils avaient beaucoup bien préparé leur L1. Clairement mieux que nous, ça s'est vu dans notre première game contre eux. Et du coup, c'est totalement mérité. Moi, je suis super content pour eux. Puis ils avaient des listes vraiment chouettes qui étaient pas forcément les plus évidentes. Et bah du coup, ils ont coché toutes les cases pour gagner. Ouais, moi j'adore cette équipe. Je trouve que c'est une super belle équipe qui a beaucoup taffé. Euh, les deux coachs, David et Charles, ils ont fait un super boulot. Et bah, tous les joueurs ont fait ce qu'il fallait. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de boulot. Et comme je leur ai dit, on voit que le travail paye. Et franchement, ça m'a fait plaisir de les voir en première position, même si évidemment on jouait pour gagner. Ça a été très, très cool de les voir gagner ces 5 parties à la suite. En deuxième, nous-mêmes, donc nous avons évidemment perdu contre les Monks en première ronde. Ensuite, on a eu quand même une première journée qui était la plus difficile puisqu'on a affronté les plus grosses équipes sur la première journée. En deuxième ronde, on a affronté l'Alliance. En troisième ronde, les Adeptes. On a gagné pas forcément de beaucoup.
Ça dépendait des rosters. Des adeptes, c'était plus serré que je l'aurais aimé, mais beaucoup d'enseignements en tiraient. Le lendemain, ça a été un peu plus radical sur les scores, avec la première rencontre contre les Green Poney et la ronde suivante contre les Lyon Celts, qui se sont inclinés de manière un peu plus large. Donc c'était un poil moins intéressant, mais on a quand même pu continuer à tester des choses sur les listes. Donc c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, globalement, de nos rondes, sans rentrer dans le détail des pairings, etc. Bah, très clairement, moi je pense je suis assez d'accord pour dire que la ronde sur les adeptes était probablement la deuxième la plus dure, aussi parce que c'était la troisième game de la journée, donc toujours un peu la plus compliquée. Au-delà de ça, je pense on a eu en fait, bah, l'alliance était un peu diminuée en termes de joueurs. Ils avaient pas tous les joueurs qu'ils auraient aimé avoir. Donc forcément, ça a été plus simple que à l'aller. Et ensuite, les poneys et les lioncettes, ça s'est aussi très bien passé. On a eu des games très chouettes et qui sont passés comme on l'attendait. J'ai pas plus que ça à en ajouter. Plus à Yes. ajouter. Ouais, tu viens de le dire, et c'est vrai que c'est quand même important de le rappeler. L'Alliance, il leur manquait au moins 2 gros joueurs, puisque Guillaume a dû jouer et Maxime a dû dépanner aussi, il me semble. De tête, c'est au minimum ces 2 joueurs-là qui n'étaient pas dans le roster initial. Donc c'est toujours plus difficile de perfer suite à ça. Donc l'Alliance qui finit, les Adeptes qui finissent 3e, l'Alliance qui finit 4e, les Green Pony 5e et les Lions Celtes 6e. C'était plutôt attendu, il y a eu des petits swaps. Si on regarde les prédictions qu'on avait faites avant, le chat avait mis Nine Inch en premier, moi également, on se trompe d'une place les deux. En second, j'avais mis les sectes, donc plutôt bon flair. J'avais dit que ça pouvait swapper entre les deux, donc là-dessus, je suis plutôt content. Les sectes, le chat les avait mis en 4e, donc voilà, hein, vous avez moins bien joué que moi à ce jeu. L'Alliance en second du chat et moi en 3e, donc j'étais plus proche de la réalité. Le chat a probablement également négligé l'absence de 2 gros joueurs. Et puis ensuite, le chat était meilleur que moi sur les Green Pony en 5e et Union Celt en 6e. Ceci étant, c'était fun et au final, pas très éloigné du classement final. Donc c'est toujours marrant de faire une mini rétrospective là-dessus. On va débriefer nos rondes une par une et on va commencer par notre ronde la plus difficile, notre défaite contre les Sect of Monk. Et on va parler un petit peu de pairing. Il faut savoir que dans cette ronde 1, c'était, il me semble, la seule ronde avec Noxus Nexus, si je ne m'abuse, Thomas. Ouais, c'est ça. Et alors pas tout à fait comme à l'aller. À l'aller, on a chié nos 2 pairings Noxus Nexus. Là, on a chié un des 2. Donc, on s'améliore. On est toujours très mauvais sur Noxus Nexus. Les Lions Celtes, ils ont été parfaits. Pas les Lions Celtes, je raconte n'importe quoi. Les Sect of Monk, pardon, ont été parfaits sur leur pairing. Ils avaient vraiment bien prévu leur pairing Noxus Nexus. Et il est giga important ce pairing. On le savait, hein. Il est giga important parce que ça dégénère très vite et tu peux pas sauver de score sur Noxus Nexus. On a quand même eu une des 2 games sur Noxus qui s'est bien passée, la game qu'on maîtrisait, sur laquelle on maîtrisait le match. Donc au moins là-dessus, on avait fait correctement le boulot. C'est plus sur la fin de pairing où on a un peu merdé. Donc ça, c'est un peu du côté du pairing. Mais j'avais identifié le problème au moment du pairing, donc ça va, j'ai pris la mauvaise décision, mais j'avais le problème en tête. Hormis cela, voilà un petit peu les pairings qui ont été donnés. Vu qu'on parle de Noxus Nexus, tiens, je vais essayer de retrouver. On va essayer de se redire de tête, Thomas, en évoquant chacun des matchs, sur quel scénario ils étaient. Je vais Alors, il reprendre me semble que mon annotation. nous, Clément et Martin, ils étaient, il me semble, sur Roiling, de 2 têtes. C'est Et possible, mais je vais vérifier. J'en ai pour une petite seconde. c'est Roiling Parce ou que j'ai les cyclique. photos. Un des 6 en diagonale. Je ressors Presque les sûr. photos. Hop.
Hop. Ensuite, moi et Ivan, on était sur C'était Liferoot. non, c'était Surge. Donc les deux premiers, c'est Ah, c'était Surge. Serge. Bon, my bad. Ensuite, Liferoot pour toi et Ivan. Noxus Nessus pour Yorin et moi-même. Et Cyclic Shift Et- pour Romain et Hugo. Ah ouais, c'est vrai qui était cyclique. Bien. Yes. Donc, tiens, Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta game, Seraphon contre Ouais. Idonet, mais également, avant de parler de ta game, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta liste, comment t'en es arrivé à là, quel était le rôle de ta liste et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah alors, moi j'étais après l'échec qu'était la liste Slanesh que j'avais fait au luxe. J'étais un peu en train de chercher des trucs à tester en vue des Worlds. Et Seraphon, c'est une armée qui m'a toujours intéressé, que ce soit visuellement et en termes de gameplay, et surtout un angle que je voulais tester, c'était le Monster Mash. Parce que j'adore l'idée de jouer plein de monstres et tout ça, ça me fait beaucoup trop kiffer. Et au-delà de ça aussi, on avait eu un premier jet, alors pas dans le même genre, mais on avait parlé du Spawn of Shotek pendant un peu de temps. Où on s'était dit, bah, 90 points, le Spawn of Shotek, ça a l'air sympa, pourquoi pas en mettre une vingtaine. Il me semble, pour être précis, 21 avec un Star Priest et en auxiliaire. Et du coup, je suis allé tester un peu la liste. Alors, c'était très rigolo parce que bon, tu faisais des phases de tir un peu drôles et tout ça. Sur table, ça n'avait aucun sens, c'était absolument hideux. Mais tu avais un peu de souci tu te fais trop vite, trop grind parce que tu dois avancer et t'as pas une portée de dingue et tu dois avancer assez vite et en fait, tu te gênes très facilement tes propres spawns comme tu gênes l'adversaire. Donc, moi, j'ai dit que je pensais que c'était pas dingue que c'était bon, mais probablement pas suffisamment pour justifier le fait de se taper 21 spawns 21 spawns. Mais par contre, ce qui était sûr, c'est que le War Scroll du Spawn Shotek était absurde pour le coup. Ça, il n'y a pas de doute. Pour 90 points, il fait beaucoup trop de trucs. Et du coup, on a commencé à chercher nos options. Et en fait, Seraphon, on a trouvé plusieurs builds qui valaient le coup d'être testés. Un qui était basé sur du Saurus avec Région de Renom, des Thunderers pour faire de la TP et jouer sur beaucoup d'objets, sur beaucoup de scénars avec un Slan, notamment aussi autour de la repop du Slan, la repop du Slan qui est vraiment très forte maintenant. Et, euh, et aussi des builds beaucoup plus skink, avec notamment j'avais testé un truc avec des Reaper Dactyl en jouant 18 avec la Battle Formation qui permet de bouger D6 en phase de tir. En fait, ça donnait une grosse projection, mais le problème, c'est que les Reaper Dactyl, ils avaient pile pas assez de dégâts pour one-tap les trucs qui devaient one-tap. Et du coup, dès qu'ils rebondissaient, ils se faisaient exploser par le truc qui devait tuer, ce qui était un peu gênant. Et du coup, j'étais un peu je bloquais un peu. J'ai testé une liste full monstre, et en fait, moi, j'avais une réflexion. Moi, j'aime bien jouer Caradron. Je suis un type que j'adore Caradron, c'est mon armée favorite. Et je faisais j'avais de l'œil pour, enfin, le régiment de renom de Dreki me faisait de l'œil parce que bah, il donnait l'accès à une frégate à d'autres armées de l'Order. Et moi, j'adore jouer des frégates. Et du coup, je voulais tester un truc avec. Et je trouvais qu'en fait, la Monster Mash, ça correspondait bien avec le régiment de renom parce qu'en fait, il y a des problèmes de slots de régiment. En fait, pour jouer des monstres, on, on est obligé de jouer. Enfin, en fait, la plupart des héros qui nous intéressent en Monster Mash ne peuvent prendre qu'un seul monstre dans le régiment, ce qui est super chiant. Et du coup, on doit se retrouver avec des héros casse-couilles à mettre dont on veut pas. Et en fait, enlever 500 points de sa liste, ça permet de faire un 500 points de build à 1500 et du coup d'avoir moins de régiments à entrer et moins de héros qui servent à rien. Parce que je sais pas si vous voyez, si vous regardez, j'ai un All Blood à pied dans mon armée. Bon, je vous cache pas que le All Blood à pied, il est pas essentiel. Il est juste là parce qu'il peut prendre Any Seraphon dans son régiment. Donc je peux rentrer 3 monstres. Parce que sinon, le Stegadon Chief, ce qui est une hérésie, je comprends pas pourquoi, il peut prendre qu'un seul monstre dans son régiment. Parce que sinon, j'aurais mis que des Stegadon Chief. Ça aurait été bien mieux. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai abouti à la liste. J'avais fait un premier jet d'abord avec des Engine of the Gods, un Carnosaur et un Troglodyon. Et en fait, les deux héros, le Carno et le Troglodyon, étaient un peu en dessous en termes de stats et de value, parce que coûtaient cher et apportaient pas tant que ça. Et du coup, je me suis plus concentré sur les Stégadons qui ont un bon profil de tir et de cac, et qui apportent beaucoup de PV et de mobilité pour très peu de points, en fait. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et en fait, le but de la liste, c'est que vous avez énormément de base de 105
qui vont faire un espèce de mur en de mur qui va s'arrêter à votre territoire, qui va jouer sur un scénar avec des territoires assez grands pour jouer votre Astérix Mediterranean Rennes. Et ça, vous allez avoir beaucoup de tirs. Et en fait, l'adversaire va se dire que bah, il peut pas prendre 5 phases de tir comme ça. Il va vouloir vous charger et vous êtes content parce que vous avez un Bastiano Arcosotec qui n'attend qu'une chose, c'est de se faire charger et de mettre toutes ses BM en boucle. Et en fait, ça donne un, ça vous donne une liste qui a énormément de PV en save à 4 et en save à 2, parce qu'on a une frégate à 17 PV et deux bastilles à 14, donc ça vous fait 45 PV en save à 2, ce qui est assez chiant à passer pour beaucoup d'armées. Et en fait, vous allez avoir des match-ups très bons dans des armées très très fortes, notamment Idonet. Idonet, en fait, bah, c'est du spam de Rennes -1. Et le problème, c'est que ce soit la version requin, j'avais plus de doutes, parce que bon, j'ai fait une game sur la liste avant de la L1, mais Idonet, en fait, les builds de Muren qui sont extrêmement forts ne font rien à l'armée. Parce qu'en fait, vous spammez la reine -1, bah du coup, un Bastiladon, il est en save à 2 tout le temps, sans Ola de def. Le -1 attaque des Ishlaen, vous vous en foutez. La tortue va vous embêter un peu, parce qu'elle a des tirs en reine -2 et vous n'avez pas votre union reine de tir. Mais en fait, elle est. Admettons, elle fait 12 dégâts dans un Stégadon. Bah ok, mon Stégadon, il a pris 12 dégâts. Voilà, c'est la fin de la phase de tir. Je peux heal J'aurai de quoi le heal avec le spell ou des rallyes. Et en fait, bah, il va pas tuer suffisamment et vous lui mettez une vraie phase de tir. Parce que si vous arrivez à proc votre -1 save votre -1 save comment ça s'appelle des Spawn of Shotek, la tortue explose. Même avec les malus de touche et tout ça, parce que vous avez du tir anti-monstre. Vous avez énormément de tirs qui touchent à 3 de base, donc qui peuvent supporter un -1 hit de l'adversaire. Et en fait, vous pouvez lui mettre facilement 12 dégâts sur une phase de tir. Bah, elle en prend pas deux des phases de tir comme ça. Sachant que le spawn, hein, c'est le casino. Hein. S'il touche à 4, vous en touchez une, vous mettez 6 dégâts à la tortue, vous êtes très content. Et oui, effectivement, je vois quelqu'un qui en parle, les BM à la charge des Muren, en fait, les morceurs sont moins fortes actuellement que les Ishlaen, parce que les Ishlaen peuvent spammer leur capa dans une attaque qui perturbe beaucoup les match-ups comme Korn ou First Prince. Mais effectivement, les morceurs sont un peu plus embêtantes, mais en fait, les morceurs, bah, le problème, c'est elles vont faire leur BM, ok. C'est rare que les gens jouent 18 morceurs. Généralement, ils vont plus jouer un mix d'Ishlaen et de morceurs. Et si vous avez 18 morceurs, en fait, vous pouvez accepter que votre Bastiladon vous pouvez jouer votre Bastiladon un peu plus en arrière et jouer vos Stégadons devant. Et en fait, les Stégadons prennent très bien les BM parce qu'ils ont plus de PV. Et en fait, surtout vous tirez dans ces cas-là dans les murènes d'attaque parce que plus vous tuez des murènes d'attaque, plus vous baissez les BM que vous allez subir. Donc vous avez quand même du jeu là-dedans. Et l'un dans l'autre, ça vous fait des match-ups très intéressants. Aussi, je l'avais fait aussi parce qu'en fait, l'idée que j'avais derrière, c'était aussi de voir qu'il y a de plus en plus de monstres dans la méta qui sont assez structurants. Et en fait, avoir une liste qui a beaucoup de projections et du shoot à longue portée et anti-monstre, moi, ça me paraissait assez intéressant. Ça pouvait aller embêter pas mal de match-up qui casse-couilles. Je m'étais dit, dans Sylvanette, c'est toujours des. Par exemple, Sylvanette full monstre, c'est toujours embêtant de périr quelqu'un là-dedans, parce que Sylvanette, c'est une purge à jouer dedans. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas essayer. Bon, on n'a pas pu faire le match-up là, parce qu'en fait, la liste a quand même des restrictions en termes de pairing. Hein. Parce que par exemple, vous êtes contre Korn ou First Prince, vous avez quasiment auto-lose. Parce que le problème, c'est que vous dealez très mal avec les Bloodletters, parce que vous avez du crit mortel qui revient, du crit mortel avec trop de PV, et vous faites juste grind à la mort, plus vite que vous grindez. Et donc, c'est les deux match-ups qu'on a essayé d'éviter. Donc, c'est une liste qui a eu besoin d'être placée, mais qui, une fois qu'elle était placée, en fait, elle laissait très très peu de jeu à l'adversaire, du fait qu'elle soit statistiquement assez dure à passer. Ouais, et on y reviendra en parlant des match-ups, parce qu'il s'est passé des choses assez amusantes. Alors, on va pas détailler tous les matchs parce que j'ai juste pas les infos de tous les matchs. Vous pouvez voir les résultats ici, mais on va parler des matchs qu'on connaît, donc les deux nôtres. Thomas, je te laisse commencer. Donc, tu as parlé d'Idonet, la première liste, la liste des Monks, la liste de Raphaël. C'était quoi comme type de liste Idonet? Et du coup, tu as l'air de t'en être bien sorti. Est-ce que le plan s'est déroulé sans accroc? En fait, donc c'était une liste requin, et liste requin me faisait un peu plus appréhender à cause du gros shoot, dégâts 3 et anti-monstre. Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait 6 requins et une tortue, et un eidolon de la mer.
Et en fait, on était sur Liferoots. Et en fait, le truc, c'est que Liferoots, c'est un scénario où j'ai accès facilement à du cover pour mes monstres. Et si on fait les maths, 6 requins, au max du max, ça vous fait 36 dégâts dans un tour. En réalité, ça va vous faire à peine la moitié, parce que vous allez, si vous cumulez entre des saves qui peuvent éventuellement passer et et le fait qu'il puisse rater, bah en fait, il va avoir du mal à ne serait-ce que tuer qu'un monstre entier en un tour. Parce que s'il vient au corps à corps, il s'expose à prendre beaucoup de dégâts. Et par exemple, le Basti Arc of Sotek, c'est très dur pour lui de jouer autour. Parce que les D3 BM à 3 unités, bah, les requins, ça tank beaucoup au debuff et au plus un save du bateau. Et du coup, dès qu'il commence à prendre des BM comme ça a que 8 PV un requin, donc ça peut être très dur de jouer autour. Et en fait, il a pas trop le seuil de dégâts pour passer la liste. Et en plus de ça, alors ça on en avait discuté avec, j'en ai discuté avec Raphaël après. En fait, il avait le choix de la prio sur Liferoots. Il a fait le choix de me laisser le T1 parce qu'il connaissait pas trop le scénario et c'était un scénario qui, en fait, il a pas l'habitude de jouer dessus. Mais en réalité, en fait, le truc c'est qu'il ne peut pas contester la liste est très forte sur Liferoots parce que vous avez, si je m'abuse, 4, 6, vous avez 7 bases en save en OC5 qui vont se balader sur la table. C'est très dur de contester les life road points contre ça. Surtout quand vous avez des requins qui sont coc 2 et vous n'avez pas non plus beaucoup de présence sur table. Donc en fait, même s'il avait pris le T1, bah, il aurait eu les life road points peut-être 2 tours, mais c'est difficile d'en avoir plus. Donc, mais là-dessus, ouais, ça a été un peu un stress test de la liste parce que c'est la game où j'ai perdu le plus de monstres, mais parce que à la fois l'arrêt de -3 au corps à corps des requins, bah, ça tape. Hein. Et donc c'était quand même assez compliqué de jouer autour. Mais ça s'est dans l'un dans l'autre, c'est très bien passé en fait, parce que si il a du mal à jouer le primaire contre moi, parce qu'une fois que j'arrive à atteindre son objectif, ce qui est un peu inévitable, il a du mal à le reprendre. En fait, il peut plus jouer les objets une fois que j'ai mis les pieds sur ces objets. Une fois que j'ai tué sa tortue, en fait, les requins, ils vont jouer, ils vont faire ces tactiques, ils vont faire scout, ils vont essayer de faire scout, ils vont essayer de faire master, mais compliqué en fait de faire plus contre ça une fois que j'ai réussi à m'installer. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, c'était un peu ce qu'ils avaient prévu. Et puis, nous, on se disait que requin, ça aime bien beaucoup d'objets. Là, 2 objets, bah, même si tu as un monstre par tour, bah, il reprendra. Il y a ton objet, il va galérer à aller le chercher, quoi. Mm. Donc c'était un peu le pari. Et le pari s'est bien passé, donc c'était plutôt cool. Là, on s'est merdé sur la fin de pairing. On m'envoie moi et Sylvanette en attaque dans la liste de loups sur Noxus Nexus. Et j'ai hésité très longtemps à swapper moi et Stormcast. Et je pense que tous les jours, il fallait qu'on envoie Stormcast et Sylvanette. Je me suis fait un peu bait par Martin. C'est pas grave, ça arrive. Hein. Et du coup, je me retrouve sur Noxus Nexus contre la liste de loups qui joue full abomination. Hop, je vous montre la liste. Donc, elle jouait Tankol, les 5 abominations, 2 Master Moulder et 2 Brute Terror de secours. Je crois que c'est la liste classique qu'elle jouait déjà depuis Atlanta, il me semble, voire même avant. Et il faut savoir que les abominations, ça fait des cartons dans l'infanterie. Ma réflexion, c'était bon, au final, j'ai pas tant d'infanterie que ça. Je sais que ça va faire mal dans les Blue Letters. J'en joue que 30 et si ça meurt, ça revient, c'est pas le drame. La problématique, c'est que c'est un match-up très variant parce que moi, ça dépend énormément des dégâts de ma roquette et la roquette, c'est très variant par nature. Et de 2, ça dépend énormément des 5 plus pour que les abominations revive, ce qui est très variant. De plus, un truc que j'ai négligé, et c'est là où on avait vu que les monks, ils avaient bien taffé. Je ne sais pas si c'est les monks en général, mais j'imagine, ou si c'est Lou en particulier, mais elle a extrêmement bien joué tous les jeux de cover sur Noxus Nexus. Il y a énormément de décors au centre, ça m'a posé énormément de problèmes pour ne pas prendre de -1 touche. Et ça m'a vraiment baisé ma variance. Donc ça, très bien joué de la part de Lou, parce que elle maîtrisait beaucoup mieux que moi le scénario et le match-up. Et ça, c'est vu. Hein. Et du coup, il y a eu ça.
Et en addition, la variance des dés a pas du tout été en ma faveur. Je pense que je perdais de toute façon le match. La variance des dés m'a pas aidé à rattraper quoi que ce soit. Grosso modo, sur les 2 premiers tours de tir où je suis un peu tranquille, je touche que une roquette sur 6 tirs. Donc je tue 0 abomination. Et sur les 3 abominations que je tue dans la partie, les 3 font leur 5+. Donc les 3 reviennent à la vie, ce qui rend les choses très 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 complexes. Déjà que je galère à tuer une abo. Le fait d'avoir les 3 qui reviennent, ça a scellé le deal. Ce qui donne un score à sens unique de 15,70. C'est simple, j'ai marqué un Rastless et 2 fois un Objo. 2 fois l'Objo à 5. Terminé. Et derrière, Lou avait juste à aller tout chercher. Elle a pris un double tour à un moment pour clôturer la game, à raison. Ça lui fait perdre un intercept, mais c'était vraiment pas un drame. Enfin, je pense que c'était le bon choix d'ailleurs. Il me semble qu'elle a pris ses 3 minutes à ce moment-là. Et avec le coach, ils ont décidé de prendre le double tour et de clôturer tout simplement la game. Donc c'était bien joué. Je pense qu'en termes de gameplay, j'ai pas fait énormément d'erreurs. J'ai réussi à vraiment monopoliser une abomination sur la droite de la map en mettant des screamers, en menaçant d'aller chercher l'objectif qui valait 2 points par tour et 10 points à la fin. Donc ça a monopolisé une abomination. Donc sur le papier, il y a quand même une abo de moins dans le mix, mais ça n'a pas suffi. Oui, si tu one tapes pas, tout se heal. Donc effectivement, c'était beaucoup trop compliqué. J'avais besoin de variance positive pour assurer le match-up et j'ai eu une variance négative. Le moins une attaque, si, ça tue les letters, c'est pas un problème. Mais c'est pas forcément dramatique parce que moins une attaque, normalement, ça veut dire qu'il y a une abo qui est morte. Mais bon. Grosso modo, c'était pas vraiment ça le problème. Le problème, ça a été que Lou a beaucoup mieux joué le scénario que moi. J'avais pas réalisé à quel point c'était facile de cacher des socles de monstres, en tout cas de mettre en cover des socles de monstres sur une artillerie qui bouge de 4. Et donc ça, le match a été très cool pour moi parce que ça, j'ai appris vraiment, enfin j'ai vu visuellement sur table à quel point c'était facile de cacher les abominations. Donc ça, c'était très stylé. Donc là-dessus, j'ai bien... Lou a bien mieux joué que moi. Et derrière, ouais, la variance du match-up, on la connaissait. Elle est allée que dans une direction. Donc ça ne m'a pas aidé à rattraper les points. Même en fin de partie, j'avais un play pour rattraper 13 points. Et la 3e abomination que je tuais, revive. Et du coup, je rattrape rien du tout, quoi. Donc, je pense que sur une variance moyenne, ça finit en peut-être 60-30 pour Lou. Mais là, du coup, ça a été un écart un peu plus gros. Donc voilà. Mais la partie était très cool, donc ça fait toujours plaisir. Et surtout, je suis assez content de m'être posé la question au pairing. Alors, j'ai pris la mauvaise décision au pairing, mais je me suis vraiment sérieusement posé la question de ne pas m'envoyer. Et je me suis dit, on va tester. Je pense qu'il y a du jeu. Spoiler, il n'y a pas de jeu, il n'y a que de la variance. Donc voilà à peu près pour notre match-up à nous. Ouais. Et... Oui, Thomas ? Non, rien, non, j'acquiesçais. Et moi, j'apprécie énormément le fait qu'il y ait des listes originales comme celle de Lou parce que, en fait, ce sont des listes et nous, on aime bien en jouer aussi. Si tu n'as pas le joueur en même temps, c'est très dur de s'entraîner contre parce que c'est pas des listes où c'est complètement direct de savoir comment les jouer. Parce que tu les vois beaucoup moins, parce que c'est moins. Donc c'est très difficile de s'entraîner contre des listes qu'on ne voit pas. Et je trouve que c'est un super choix. Et d'ailleurs, Lou a fait un super tournoi parce qu'il me semble qu'elle finit, si on regarde un peu les scorings, elle finit 2e scoring total. Et ça compte pas le différentiel. Ça se trouve en différentiel, ça shift un peu les classements. Mais c'est trop chiant à calculer anyway. Mais du coup, Lou fait un super tournoi avec sa liste et ça fait plaisir. En diff, t'es premier, Théo GG, en tout cas. On a du coup, sur les 4 premiers, on a 2 Monks et 2 9 Inch.
Et après, on a Chewy qui a fait aussi un super tournoi avec aussi une liste originale. Et donc, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir de voir qu'on arrive à sortir des listes originales et que les joueurs arrivent à perf avec. Moi, ça me plaît beaucoup plus que de me dire la liste 80 Bloodletter de Yorin a bien fonctionné, même si chacun son style de jeu. Yorin, il aime bien ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Et pareil, d'ailleurs, ta liste Thomas était une liste originale et elle a bien parfait. Si on regarde dans les 5 premières listes, on a 2 listes classiques avec la liste Korn et la liste Zench et 3 listes originales. En vrai, c'est quand même assez stylé, je trouve ça, Thomas. Mm. Ouais, c'est une victoire des gens cool sur les gens boring et qui jouent les stats. Pas tout à fait, parce qu'on Ouais, a quand même Yorin, on a quand même des stats avec Yorin et Théo. Hein. c'est 60 vrai, mais Zangor, c'est du 80 Letter. 3-2, Hein. donc c'est une victoire morale quand même. Yes. Ok, en tout cas, la première ronde contre les Monks, c'était trop bien. Merci à eux et encore une fois un grand bravo à eux, ils gagnent de 9 points. Je pense qu'on s'est tous dit du côté 9inch on aurait pu aller choper quasiment tous, pas tous mais pour pas mal ces 9 points. C'est la vie, bravo à eux. On va passer à la ronde 2. La ronde 2, on jouait contre l'Alliance. L'Alliance avec 2 joueurs de moins malheureusement pour eux. Et on fait une victoire assez large, mais c'est principalement sur certains match-ups qui se sont mal déroulés, il me semble. J'essaye de réfléchir. Je vais vous redonner les pairings tels qu'on les a fait avec les scénarios. Donc, contre l'Alliance, nous avions sur Passing Season Martin contre... J'ai du mal à voir. Il était contre qui, Martin ? Martin contre Thibaut, donc Martin contre First Prince sur Passing Season. Et ensuite, on avait Yorin contre Maxime, Korn, match-up miroir sur Passing Season. Ensuite, nous avions sur Creeping Corruption, j'essaye de voir, on avait Chewy contre... Il était contre qui, Chewy ? Chewy contre Miss Cop et de l'autre côté, on avait Sylvanette, donc c'était Hugo contre Guillaume. Ensuite, sur Pass of the Fey, nous avions votre serviteur Thomas contre... Tu étais contre Stormcast, contre Filx. Et nous avions également moi-même contre Dylan, donc contre Zench. Et en dernier, sur Lifecycle, on avait Ivan en Idonet contre Miladin en fake. Et qui, j'ai oublié, Romain en Stormcast contre Benji en OBR. On va parler un petit peu de ta game Stormcast. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta game ? Tu gagnes peu, mais comme Stormcast, gagner de peu, pour moi, c'est toujours une victoire. Une belle victoire. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah en gros, on est sur Pass of the Fee. Pass of the Fee, c'est peut-être le moins bon scénar sur lequel j'ai joué du week-end. Parce que c'est un scénar où j'ai un petit territoire et j'ai peu d'objets accessibles en restant dans mon Ignorant Ren. Et les objets très split des côtés sont assez chiants à jouer contre Stormcast parce qu'on a toutes les TP qui vont partout et tout, et c'est très chiant de jouer contre. Ça, plus les marteaux sont un des rares trucs qui ont un espoir de sortir un Bastiadon en chargeant. Alors c'est très dicey, mais il suffit que je rate 5 saves et il n'y a plus de Bastille. Donc faut quand même faire gaffe. Même si bon, le bunker est ultra dur à rentrer et ultra dur pour des annihilateurs de rentrer dedans. Donc c'est quand même compliqué. Ça, plus aussi contre une Nif, c'est compliqué pour moi d'aller chercher mes intercepts. Alors aussi, mes tactiques, ça c'est assez complexe de manière générale. Intercept Wrathful, c'est des tactiques que j'ai pris plus pour fil que pour autre chose. J'aurais préféré certaines autres, à mon avis. Wrathful notamment est très 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 chiant à jouer avec l'armée. Parce que le Wrathful 2 est soit trop dur parce que je suis fan d'Undog, soit trop dur parce que j'ai pas de quoi faire fight la moitié de mon armée. Mais du coup, ce qui s'est passé dans ma game, c'est qu'en fait,
j'ai eu le choix. J'ai quand même un avantage assez non négligeable, c'est que j'ai le choix de la prio, et le choix de la prio sur Pass of the Fee, ça permet de savoir de jouer avec l'underdog. Et l'underdog est tellement structurant sur Pass of the Fee qu'on peut jouer contre n'importe quel match-up on peut jouer n'importe quel match-up quasiment avec ça. Et donc, en l'occurrence, c'est ce que j'ai pu faire. Il m'a envoyé sa Nive dès le début pour essayer de tuer un spawn of Shotek. Ce qui va malheureusement rater, hein, parce que sa Nive va chier dans la colle, mais elle réussira quand même à se TP. Et en fait, il va aller prendre 3 objets des côtés en un peu faisant un refus du centre. Et en fait, ça va donner. Euh, En fait, moi, de toute façon, contre Stormcast, j'ai pas 1000 plans de jeu, tout ça. Je dois attendre le T3. J'attends que ces animateurs tombent. J'attends de me faire retourner un truc. Et ensuite, j'essaie de dealer avec ce qui reste. Donc, j'ai quand même. J'ai dû attendre un peu. Alors, en l'occurrence, il a décidé Apparemment, la consigne qu'on lui avait donnée, c'était de flip la game. Et du coup, il a décidé de go dès le T2. Ce qui m'a donné moi un tour de plus pour jouer. Donc je pense que c'était peut-être pas le meilleur play. Surtout, bon, alors, all-in, comme il l'a fait, ça avait le mérite d'être risqué. Parce qu'en gros, pour vous donner une idée de comment le bunker fonctionne, en fait, contre Stormcast, contre des annihilators, le fait est qu'il n'y aura pas 6 annihilators qui vont arriver à taper parce que j'ai une tétrachier de kappa qui peuvent tuer du Stormcast. Donc en gros, pour vous faire une liste non exhaustive de tout ce qui peut se passer, en fait, il va arriver, il va prendre le D3 BM du Basti Arc, les BM du Basti Solar Engine, éventuellement, il va se prendre, ça c'est la petite touche de Dreki, c'est se prendre une contre-charge de frégate. Parce qu'en fait, Dreki peut faire reroll les charges en passif à sa frégate, et donc reroll les contre-charges. Et en fait, du coup, si la contre-charge passe, vous avez des 6 BM de frégate en plus un 3 sur un 3 vous faites shoot une unité d'arcanautes qui vient avec, plus vous avez un strike first des arcanautes. Bon, autant vous dire que là, les animateurs, normalement, il en reste à peu près 2. Euh, En l'occurrence, il a réussi à bien s'en tirer parce qu'il a réussi à faire une charge à 13, il lui fallait 13, hein, une charge à 13 de Gardus, qui lui permet de choper sa à 5, ce qui fait qu'au lieu de perdre 4 animateurs, il en perd genre 1, ce qui me fait des bonnes wards. Ce qui fait qu'il avait quand même un espoir de tuer ce Bastiladon, et en fait il va le rater à 2 PV. Enfin, il va le laisser. Ouais, c'est ça, j'ai raté 4 saves, il lui restait 2 PV. Et ce qui fait qu'en fait, à partir de ce moment-là, il a plus. Tous ses dégâts viennent de disparaître parce qu'après ça, moi je grind. Et il a plus les dégâts pour me taper. Donc moi je commence à spread mes Stégadons, à aller chercher un peu les unités à côté. Mes Stégadons pour la majorité, se font défoncer la gueule d'ailleurs. Je crois que j'en ai. 2, 3. Ouais, ouais, c'est ça, ils sont tous défoncés d'ailleurs. Et du coup, en fait, ce qui arrive, c'est que au bout d'un moment, j'ai du mal à reprendre les objets des côtés. Surtout que j'ai 3 intercepts à faire encore sur ceux qui sont chez eux, qui étaient respectivement Impact de Questor, Nive, enfin les compagnons et l'Oraille. J'ai tout ça à aller chercher. J'ai Dreki qui a refusé de tuer l'Oraille pendant 2 tours, 2 phases de combat. Il lui a pas fait un seul dégât, gentleman. Et en fait, au global, j'arrive à me raccrocher en faisant deux intercepts, en tuant les 3, mais j'en avais plus que 2 à faire. Et du coup, j'arrive à m'en sortir comme ça. Parce qu'en fait, c'était très dur d'avoir le primaire, notamment par exemple, mon Wrathful, j'ai scoré tard. Parce qu'avoir le mort contre Stormcast sur 5 objets aussi spread, c'était technique. Donc au final, ça s'est quand même goupillé correctement. Et je pense qu'en fait, je pense que j'avais du mal à perdre plus que. Si je la perdais de peu. Et je pouvais gagner de pas grand chose de plus parce qu'encore une fois, c'est dur de jouer le primaire contre Stormcast sur ce genre de scénar. Yep. Surtout que pour dire, ma liste en fait est censée être forte sur le primaire. J'ai des techniques pas dingues, mais parce que normalement je joue sur les primaires et j'empêche les autres de faire leur tactique. Mais du coup, si je peux pas jouer le primaire, je suis obligé de me concentrer un peu plus pour essayer de faire mes tactiques. Ouais, le pari, c'était de te mettre sur pass parce qu'on sait que tu pouvais réduire un pass. C'est quand même un scénar où on peut réduire l'écart. Et Stormcast, c'est quelque chose qui veut vraiment flip des games et mettre des gros scores. Et on était très content de mettre Stormcast dessus parce qu'on savait que ça allait faire petite win ou petite lose. T'as fait une petite win, ce qui était très cool. Mm. Derrière, moi, je joue contre Dylan en Zench. La game était
c'était assez bizarre. Enfin, assez bizarre. La game n'était pas spécialement close parce que, grosso modo, il a fait des petites erreurs de micro et du coup, Tourin, je lui mets beaucoup de dégâts dans un pack de Zangor et je lui flippe les deux packs dans les cieux. Donc, grosso modo, bah, il peut pas vraiment jouer comme il veut. Tour 2, je crois que je lui tue deux packs de Zangor et je Bellacorise le troisième. Et juste, en fait, bah, juste au tactique Zench et avec des moves, bah, il rattrape les points, quoi. Donc au final, et avec 3 Zangor, il me finit Bellacore. Avec Bellacore, il y avait 5 PV à faire dessus, il m'en fait 6. Avec 3 Zangor, Bellacore en Netheré à 4, Ward à 4. J'étais un peu deg, quoi. Bellacore en vie, je pense que je pouvais creuser l'écart, mais du coup, je perds ma vitesse, je perds ma ripop, je perds beaucoup de choses avec Bellacore qui meurt à ce moment-là à cause de 3 de Zangor. Donc c'est un peu triste. Euh, mais au final, c'est plutôt logique. Je pense qu'il a fait des petites erreurs sur le scénario qui ne pardonnent pas. Mais il avait commencé à scorer tôt. Du coup, je suis passé underdog. C'est ça qui m'a permis de faire des flips. Mais ouais, mais t'avais joué contre Théo, t'avais joué contre ma liste parce que ma liste fait beaucoup beaucoup plus de dégâts qu'une liste First Print classique. Les flamers, les artilleries, le pas de commande des artilleries, c'est vraiment pas mauvais, hein. Bref, toujours est-il que ça finit très close, ce qui est plutôt logique sur Pass of the Fait. Pas trop de débat là-dessus. Et derrière, en score notable, on a Romain qui s'incline sur OBR. On savait qu'OBR c'était un match-up dur pour Stormcast. On voulait tester des choses et ça s'est pas très bien passé, ce qui est pas le drame. Et derrière, sinon, ça s'est globalement bien passé partout. On fait un match-up très close avec une victoire Gloom contre Fake. Et sinon, après, ça s'est très bien passé pour nous. Rien de plus à dire sur cette ronde. On espère voir l'Alliance au complet au Big Four. Et on enchaîne avec la ronde 3. La ronde 3 contre l'Adept, donc notre deuxième ronde la plus difficile. On gagne de 36 points, ce qui est vraiment pas grand-chose, hein. 36 points dans le système actuel, c'est que dalle. Donc vraiment très très close. Beaucoup plus close que ce que j'aurais aimé que ce soit. Ceci étant, une win est une win. Sur les pairings, nous avons fait Fake contre Fake. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de miroirs ou de match-up identiques. C'était drôle. Donc, Fake contre Fake, c'était sur Surge of Slaughter. Et on a fait Stormcast contre Sylvanette. Alors, c'était Hugo Olivier sur Surge of Slaughter. Ensuite, sur Rolling Roots, on a fait notre Stormcast contre leur Sylvanette et Skaven contre Slanesh. Ensuite, sur Linkley Line, on a fait Korn First Prince Korn. Donc, on a pu déterminer quelles étaient les meilleures listes. Et sur Grasp of Thorns, nous avons fait Idonet, bien sûr, et Séraphon Skaven. Thomas, tu jouais contre la liste de Juju, une liste 2x6 Stormfiend, Vizik, 40 clans Ra. Qu'est-ce que tu as pensé de la liste et comment tu t'es adapté pour jouer dans cette liste un peu inhabituelle? Ouais, du coup, bah alors, je pense que c'était pas un très bon choix de la part des adeptes d'envoyer Skaven, enfin, leur Skaven sur ma liste. Et je pense que ça venait aussi un peu, soit de pas le choix, soit d'une méconnaissance du match-up. En fait, le concept de la liste de 12 Stampin' de Vizik est assez simple. C'est en gros, vous allez essayer de setup à un moment des Stampin' dans vos deux unités de Stampin' en double active et de rentrer tout ça en même temps. Et bah, ça vous fait un gros output de dégâts avec les plus d'attaque de la faction et tout ça. Donc, c'est une liste qui peut punir très très fort les erreurs. En fait, moi, le problème, c'est qu'un pack de Stampfiend, bah, ça passe pas un Spastiladon. C'est comme beaucoup de trucs dans le jeu, j'ai envie de dire, mais c'est assez surprenant. En fait, pack de Stampfiend, en double active, il a chargé un Bastiladon, il a fait 7 dégâts, et ensuite, il est mort. Mais
En gros, moi j'ai tenté, du coup, on m'a un peu fait flipper en me disant oui, fais gaffe, double actif de Stampfiend et tout, ça fait mal et tout. Donc moi je me suis dit, bah ok, moi j'ai une liste avec beaucoup de tirs. Vizik, c'est pas non plus il est pas extrêmement tanky. Sur un malentendu, je le one tap au tir. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai regardé, en fait vu qu'il droppait avant parce qu'il avait moins de drop, j'ai regardé où il avait mis son Vizik, j'ai mis tous mes Stégadons en ligne, avec mes Bastillets dans ma frégate, littéralement mes 7 bases de 205 sur la ligne de départ, et j'ai dit, bah écoute, si tu me laisses le T1, il y a un monde où je te le one-tap. Bon, il s'avère que il m'a laissé le T1, je l'ai pas one-tap. Mais j'ai eu un Stégadon qui est quand même parti en mission et tout pour... déjà, je lui ai fait cramer ses 5 PC au T1, c'était à son T1, enfin à mon T1 Ah ouais. plutôt, ce qui était assez technique, hein, parce que... et du coup, je me suis retrouvé, j'ai quand même un Stégadon qui a parcouru du chemin. En gros, il a réussi à me bloquer parce que bon, on a joué sur un layout avec un décor qui était une villa, c'est-à-dire que le décor faisait, je dirais, à vue de nez, un bon 15 pouces de longueur, ce qui n'était pas simple de manipuler mes camions entre ça. C'est ce qui m'a bloqué du coup avec un new haul. Mais après, moi, ça me dérangeait pas parce que mettre ces new halls là aussi, ça me permet d'avoir un peu plus de vision de où est-ce que, enfin, déjà, je peux les casser, ces new halls, et ça me permet de savoir où il peut mettre ses rip-up et tout, et du coup, j'ai pu un peu jouer autour. Et en fait, pendant que mes Scania essayaient d'aller one tap un Vizik, j'ai mon Arc of Tech qui est allé au milieu pour gentiment se poser et aller plus tard chercher un des objets ou juste en fait attirer les gens. Et du coup, il a fait pop à mon T1 System Fin. Et du coup, à mon T1, il envoie ses System Fin en double actif sur son Monarch of the Tech. Il rebondit de manière assez triste. Et après ça, bah, en fait, il est assez proche pour que tous les camions que j'ai mis de l'autre côté reviennent lentement pour shoot. Et du coup, bah, en fait, j'ai pu lui mettre une phase de tir entière sur ses Stampfield, tout en réussissant à procer un -1 save dessus. Ça, c'était de la chatte, en plus j'ai réussi à proc. J'avais plus qu'une spawn à ce moment-là parce qu'il m'avait shooté là, de l'autre avec au tir. Mais en fait, sinon j'avais le corps à corps qui allait compenser. Et du coup, au tir, j'ai réussi à sortir 5 Stampfield, ce qui est pas ridicule, hein. 30 PS Stampfield en une phase de shoot, c'était assez dingo. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, il est un peu, en fait, au T2, réussir au T2 se retrouver avec plus que 6 Stampfield, c'est assez dur parce que surtout qu'il a pas d'option de rip-up parce que j'ai un Stégadon qui est en train de camper sur son seul new hall. Donc en fait, là, il arrive à il pop ses Stampfield. D'un autre côté, il est pop à côté de Manif. Moi, je peux je peux banish mes Manif à son tour pour qu'il ait plus de charge rapide. Il rate sa charge du coup avec ses Stampfield qui étaient là pour exploser mon Star Priest qui traînait à un endroit. Et en fait, là, je peux cliquer ses Stampfield de deux côtés avec à la fois une frégate et un Ségadon. Et en fait, il arrive plus à se dépêtrer des trucs là. Et Vizik se fait exploser au tir. Puis la cloche se fait rattraper par un Bastilladon Arc of Sotek qui arrête pas de la suivre malgré qu'elle essaie de retreat. Et en fait, il a plus du tout de dégâts, il a plus rien du tout pour essayer de faire quoi que ce soit. Et le problème de sa liste, du coup, c'est que bon, il a pas, en fait, c'est du Skaven, mais qui a pas non plus le même jeu que Skaven a. En fait, il trade la survie quasi auto de Skaven dans les match-ups difficiles contre une liste beaucoup plus explosive. Et bah, quand elle explose pas, ça a du mal à faire quoi que ce soit d'autre. Et du coup, ça a donné une game un peu à sens unique. Yep. Bon, j'étais très content d'avoir ce match, surtout sur Grasse où il y a des couloirs et tu as un socle de 105 au milieu du couloir. Vas-y, viens avec tes Stormfin. Au pire, même si tu one-tap, bah t'as one-tap un truc, bravo. Ouais, c'est ça. Donc on était très contents. Moi de mon côté, je jouais du coup contre PG avec sa liste de cornes. Il y avait 40 Bloodletter et 2 buveurs. BG a fait pas mal d'erreurs. On en a parlé un petit peu rapidement. Il était un peu fatigué. Il a fait beaucoup d'erreurs, ce qui donne un score qui est assez éloigné du résultat potentiel de la game, hein. La game, elle est assez flippy et elle peut vite partir en sucette de mon côté. Mais il a fait quand même beaucoup d'erreurs sur les placements vis-à-vis des artilleries.
Il se place très très loin avec ses buveurs, ce qui veut dire que les buveurs ils font rien pendant 3 tours. Euh, Au début, il obscure tout très très bien il met un truc sur un objet, il rend l'objet obscuring, donc il a toute son armée obscuring, sauf qu'en fait tout est collé au décor. Bah, je focus le décor, je mets des BM partout autour, je mets du pas de commande partout autour. Et je pense qu'en fait c'est juste ça qu'il a sorti de sa game. Il avait tout son plan de jeu et T1 je dis bah je vais tout mettre dans le décor et du coup il prend des BM partout, des pas de commande partout et j'ai l'impression que ça l'a sorti de son jeu de pas s'être rendu compte de ça et du coup derrière il a commencé à faire plein d'erreurs, plein d'erreurs. Donc il a mis les buveurs dans des coins de map pendant 2 tours, donc ils ont mis longtemps à revenir. Et à un moment, au moment où il m'envoie 20 letters en plus d'une attaque, il fait un move pour charger mes letters, faire son mouvement de 3 pour me les désengager, mais en restant juste engagé avec mes manifestations, pour ensuite repailler en avant. Sauf qu'au lieu de faire ça, il engage avec des Skull Crushers sur le côté, ce qui permet à mes 20 bleu letters de reculer. Et du coup, il a pu la porter avec ses letters pour me taper. Donc il a 20 letters full buff qui ont one tap une manifestation. Et derrière, c'est à moi de jouer. Et à ce moment-là, je crois que je lui prends 30 blue letters sur mon tir plus corps à corps. J'avais porté de tir avec tout et corps à corps avec absolument tout. J'ai tout envoyé. Je lui ai sorti ses 40 blue letters. Et derrière, il a dû jouer avec 2 buveurs. Il a tenté un one-tap de Bellacore. Il a grid sur son one-tap et du coup, il se loupe. Donc vraiment, non seulement il a fait plein d'erreurs, mais en plus, les dés l'ont pas aidé. Ce qui donne un score à sens unique. Pour moi, ça reflète pas ce que le match-up est censé donner. Je pense c'est beaucoup plus close et tendu que ça. Mais du coup, ça nous arrange bien puisque la ronde était plutôt close. Donc, ça nous arrange bien en tout cas sur le résultat parce que ça aurait pu vraiment dévisser. Les adeptes n'étaient pas loin de prendre la game, hein, pas loin de prendre la ronde. Si on imagine un score très très close, je mets combien d'avance là sur BG? Je mets 39 et on n'a que 36. Donc, si jamais je gagne pas cette game, on perd la ronde. On a fait une erreur de pairing, une erreur slash test de pairing sur Martin qui prend Slanesh alors qu'on aurait pu le donner à Korn et je pense qu'on aurait dû le donner à Korn et que Yorin il s'en sortait très bien dans Slanesh et ça nous aurait évité que Skaven se fasse défoncer. Donc ça, je pense, c'est une petite erreur de pairing qui aurait pu nous coûter la victoire. Et derrière, on a Romain qui s'incline en match-up Sylvanette, là où je pense qu'on est censé la win. On a débrief un peu, il y a des choses qui sont pas trop bien passées, pas trop d'inquiétude, mais il y a des choses qui sont pas trop bien passées, notamment au T4, où a priori, si j'ai bien suivi, tout rentre pour Paul, ce qui lui permet de gratter pas mal de points. Donc voilà. Mais sinon, après, le reste, c'est à peu près classique. Le match-up Pido-Ido, je peux comprendre qu'il soit un peu dicey. C'est assez close. Ça, on a déjà parlé. Le match-up Korn-Slaves avec 80 letters, je pense qu'on n'est pas loin de ce qui doit se passer. Challenge Scaven, on en a parlé. Et tout ça, on en a parlé. Fake, on a eu aussi un peu de bol sur le fake. Donc ça aurait pu vite partir en sucette sur ce match. Donc on est quand même content que ça se soit bien passé sur certaines games. Une ronde plutôt close contre les adeptes, c'était bien cool aussi. On va enchaîner avec la ronde 4 contre les Green Poney. Lorsqu'on finit notre samedi, on se dit comment ça, du bol sur le fake? Tu veux qu'on parle du spell de Ushoran ou pas, Miss Cup? Parce que c'était un peu du bol quand même. Je dis On va pas dire c'est que qu'il a scam sa game, mais ça c'est. je dis pas que tu l'aurais pas gagné, mais on a du bol. Bref, on avance. Nous, je vous avoue que le samedi soir, quand on a fini notre samedi, on était plutôt chill parce qu'il nous restait Green Poney et les Lions. Et avec tout le respect qu'on leur doit, ça reste les deux adversaires les plus faibles de la ligue. Donc on était vraiment détente. Ceci étant, on a toujours tendance à un peu trop être en détente des fois. Et du coup, ça peut partir en couille. Ça a failli nous arriver à l'aller contre les Lions Celtes. Donc, c'est toujours un peu difficile
de rallier un peu les troupes le dimanche matin en mode on fait attention, on joue propre, il faut qu'on la win, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Ça s'est bien passé dans les deux games. Du coup, sur les pairings, nous avions du coup. Je vous retrouve ça. Sur Pass of the Fay, nous avions Fake contre Korn, donc le match-up de Clément contre Andrea sur Pass of the Fay. On était très content de mettre Korn sur Pass of the Fay parce qu'on savait que Pass of the Fay, c'est un scénar qui va rapprocher les scores. Et Korn, c'est quand même une armée, c'est quand même un gros client, donc on était très content de le mettre là-dessus. Et de l'autre côté, on avait Scaven Sylvanette, Martin contre Tanguy. Et on était très content aussi de mettre ça sur passe parce que Sylvanette, si ça se passe bien pour le joueur Sylve, il peut vite faire un score. Donc on était content de mettre ces deux matchs sur passe parce qu'on sortait deux armées qui nous emmerdaient beaucoup et qui ne devaient pas prendre beaucoup de points. Et c'est ce qui a été le cas. Hein, si vous regardez, là, Korn prend 7 points et Sylvanette prend 5 points, là où ça aurait pu prendre beaucoup plus. Donc on était vraiment très content d'avoir mis ces deux match-ups sur passe. Ensuite, sur Cyclic Shift, on avait mis Skaven contre Stormcast. Donc leur joueur Skaven, Fabien contre Stormcast. Pour moi, c'est censé être un match-up vert pour Romain. Ça s'est pas goupillé comme ça. Je sais plus exactement ce qui s'est passé et c'est un peu dommage. Je pense qu'on est censé la gagner. Mais bref, on redébriefera. Et de l'autre côté, on met Soulblight contre moi-même. Moi, j'étais plutôt confiant parce que j'ai beaucoup de jeux. Dès qu'on a du multi-objet, dès qu'on peut se mettre loin. Donc, j'étais plutôt confiant sur le match-up. Ça, c'était cool. Et de mémoire, j'ai pu deny toutes les tactiques, il me semble. Ou quasi. Non, je laissais juste Master 1 un moment, mais du coup, j'ai pu quasiment deny toutes les tactiques parce qu'il avait un Vras full. Et je suis démerdé pour avoir toujours plus d'objets que lui, ou égal. Et il avait un Master et j'ai perdu un perso à un moment. Mais grosso modo, la game était plutôt à sens unique. Surtout que Manfred, il n'avait pas trop envie de se rapprocher des artilleries. On en reparlera. Ensuite, sur Bountiful Equinox, nous avions Yorin contre Rémi et Ivan contre Johan. Là-dessus, on était content de mettre Yorin sur ce scénario parce qu'on savait qu'il allait gérer. Et Idonet, c'est eux qui ont choisi de le mettre là, mais nous, ça nous va très bien de mettre Idonet sur Feg. Donc pourquoi pas, on n'était pas déçus de ce pairing-là. Sur Liferoot, on avait mis Séraphon pour pouvoir essayer de donner un match-up correct à Séraphon. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'on a donné l'Idonet. Il me semble que c'est la liste Muren, mais Thomas, tu me corrigeras. Et de l'autre côté, nous avions Sylvanette contre First Prince. On était content de ce match-up jusqu'au moment où Hugo n'arrive pas à caster une seule forêt en 2 tours. Ça a donné une game beaucoup plus compliquée de prévu. Ceci dit, il mitige Plus que bien 2 et tours. il Hein, perd que de 8. il a eu une forêt pendant toute la game, je crois. Hein. Ouais, il a jamais réussi à caster de forêt. Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin, bref, grosso modo, ça a donné un match-up très très compliqué, mais on mitige. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire d'Idonet, si c'était bien le match-up Muren et si ça s'est bien passé comme prévu sur Liferoot? Ouais. Du coup, c'était retour sur Liferoot contre Ido, mais cette fois Ido 18 Muren, 21 Muren, 21 Ishlen. La même liste que celle de Martin avec Mataela, Icon of the Storm et tout ça. Et la tortue. En gros, en fait, c'est pas compliqué. T1, j'ai encore eu le droit d'avoir le T1, mais encore une fois, pour les mêmes raisons, ça ne sauve pas de Liferoot Points de l'adversaire. Et surtout, ils peuvent espérer que sur un double, sur un double, ils puissent peut-être faire avoir des retreat et charges et tout, et essayer de me break quoi que ce soit. En l'occurrence, ça n'arrivera pas et je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Mais du coup, moi, T1, je fais une stratégie simple. C'est-à-dire qu'on prend encore une fois tous mes dinos et on les avance en ligne droite. On les met à la limite du territoire, en ligne. Et là, on commence à tirer. Et on dit, j'attends. Et en fait, en face, il a pas sous le restless comme tactique. Donc en gros, il peut pas vraiment me regarder jusqu'à la mort.
il va être obligé de venir chercher mon objectif, et ça tombe bien, moi je l'attends de pied ferme. Et du coup, bah, la game était assez. Ce serait méchant enfin, c'est pas censé être méchant, encore une fois, de dire simple, mais en gros, mon plan il était simple, je dois juste lui empêcher de reprendre mon objet et j'ai gagné quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, il essaie par tous les moyens en fait de passer sur les côtés, d'éviter le mur que j'ai foutu au milieu avec des murènes. Il en TP une derrière. Il est TP à 9 de mes Geminids. Encore une fois, je les banish à son tour du coup pour qu'il puisse pas charger. Alors, même si mon banish passait pas, j'avais un redeploy à 2 qui me permettait de foutre mes arcanes dessus. C'était peut-être une petite erreur, je devais juste avoir un redeploy à 1 à mon avis, ou avoir l'arrière d'une base qui pouvait l'empêcher de reprendre l'objet. Mais en fait, à partir de ce moment-là, il y a plus rien qu'il puisse faire et il se fait juste grind au tir. Du coup, ça donne globalement une game assez stable. En fait, le plus dur, c'est d'aller chercher des intercepts. Encore une fois, il y a le même décor qui est immense qui m'a empêché de faire mon troisième intercept parce qu'en fait, il avait un icône de storm qui s'est planqué derrière et je pouvais passer que d'un côté avec une base. Et j'ai eu droit à 2 redeploys plus une charge. Mon Stegedon qui devait s'en charger a fait 1 et 2 au redeploy et il a pas réussi sa charge à 10. Et du coup, j'ai pas eu le droit à mon dernier intercept, mais sinon, c'est une game qui est assez linéaire et c'est un peu ça moi qui m'a un peu choqué avec la liste. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, hein. Mais en fait, la liste est extrêmement stable si elle est placée là où elle veut. En fait, elle a pas grand chose à faire techniquement parlant. Euh, En fait, vous regardez un peu l'adversaire, vous lui dites, bah moi je te tire dessus jusqu'à la fin de game, soit tu me charges et tu te fais grind, soit tu restes là et tu te fais tirer dessus et tu scores rien. Donc c'est assez impressionnant. Ouais, ouais, et puis ça a l'air fun à jouer en vrai. Ah oui, non, c'est rigolo. En plus, c'est la frégate qui rend les choses rigolotes. Frégate et Drake. Ouais, mais même t'as des gros monstres, tu vois, t'as pas 1000 modèles à déplacer. En vrai, ça a l'air. En plus, je pense que tu te fais pas cloquer avec ce genre de liste. Ça a l'air chill. Ouais. Mm. De mon côté, j'ai joué contre Skaven sur Cyclic Shift et grosso modo, il a fait plusieurs erreurs, notamment, je crois, il est en 2 drops ou 3 drops, je sais plus. Il est en 2 drops, je crois. Et moi, je suis en 4 et il casse son régiment parce que dans sa réflexion, il se dit je dois voir où sont les artilleries, sinon je me fais one tap mon Manfred, donc je vais laisser la prio à mon adversaire, entre guillemets. Ce qui peut s'entendre, mais grosso modo, ensuite, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai fait tout mon déploiement, j'ai mis mes artilleries plein centre, et du coup, il a hyper peur des artilleries, et il met vraiment ses 10 knights, Manfred et son perso monté dans un coin de table, mais coin de table. Et après, sinon, il met que des loups un peu sur le board pour jouer. Et il met ses Graveguards en FEP. Et du coup, oui, certes, je peux pas tirer sur ses Knights T1, je peux pas tirer sur Manfred. Sauf que bah, là, du coup, je choisis, bah, je vais lui donner le T1. Il me menace pas du tout. Et j'avais prévu un redeploy d'Eternus pour rentrer éventuellement dans un objet. J'avais un deploy à 2, je crois, à faire pour pouvoir rentrer dans un objet et lui deny son Wrathful 1. Parce qu'il avait que des loups, et s'il mettait des loups dedans, bah derrière, moi je faisais un redeploy et des loups ça compte pour 1. Et Eternius il compte pour 2. Je réussis mon redeploy, il fait pas son Wrathful T1, et moi du coup je fais à mon tour, il est resté très loin avec tout, et du coup à mon tour, je déglingue 16 loups au tir plus un peu de corps à corps, quoi. Voilà, il se passe pas grand chose. Je me pose bien sur les objets, je défends mon objet à moi. Je vais charger un peu sur le côté une manifestation qu'il avait posée et un de ses décors pour aller reprendre l'objet. Et du coup, j'ai 4 objets sur les 6. T2, je sais plus si je lui donne ou s'il la prend. Mais grosso modo, il décide qu'il faut y aller. Et moi, j'avais mesuré, s'il avançait avec ses knights, il avait une charge à 10 sur mes letters. Et j'étais en mode, bon, c'est fine, je vais pas bellacoriser pour ça. Et du coup, lui, il tente tout, il sort ses gardes de FEP sur mon flanc droit pour essayer de me charger mes trois Blood Crushers. Ça, je m'en foutais, grosso modo, parce que les Blood Crushers, ils sont là pour mourir. Et de l'autre côté, il envoie ses Knights, et du coup, il avance à balle Manfred. Il loupe sa charge de Knight, il réussit à rentrer ses Graveguards.
Sauf que, bah, en fait, il est obligé de faire une ligne pour garder sa ward à 5 avec le nécro qui est derrière, donc il tape pas avec tout le monde. Et moi, je joue la haute défense là, et grosso modo, il me tue 2 Blood Crusher je sais pas, il avait 14 Graveguard qui ont tapé, je crois. Et il me tue 2 Blood Crusher sur les 3 avec son actif de Graveguard, ce qui est un peu triste en vrai. Et derrière, c'est moi qui joue. Tout ce que j'ai à faire, grosso modo, c'est à rentrer mes 20 Bloodletters qui étaient déjà en face dans ces nights. Et je sais qu'on va se grinder, on va juste se taper pour rien pendant 5 tours. Et moi, ça me va bien, je suis sur l'objet, lui, il y est pas, il peut plus rien faire. Donc j'ai littéralement envoyé un pack de 20 en mode, vas-y, là, il va rien se passer pendant 5 tours. On régène tous les deux, on s'en bat les couilles. J'en ai quand même profité pour pour 2 taps son perso. Et derrière, vu que j'ai locké tout ça, je sais que je vais bélacoriser ces Graveguard au tour d'après. Bah, je peux mettre tous mes tirs dans Manfred. Je mets absolument tous mes tirs dans Manfred et je le one tap. Bah derrière, il n'y a plus de jeu, quoi. Hein. Il joue plus. Je bélacorise ses Graveguard et après, c'est la fin de partie, quoi. Il peut plus jouer, quoi. Donc il y a eu des petites erreurs. Et, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire le spoon-fed tactique sur comment jouer contre le tir, parce que les gens se chient dessus hein, contre l'artillerie. Il y a des manières de jouer contre, et j'ai vraiment vu. Lou a très bien joué contre, mais c'est la seule. C'est la seule qui a bien joué contre mon tir. La plupart des gens ont fait n'importe quoi, littéralement. Donc je pense que ça va être intéressant de faire un spoon-fed tactique dessus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça mercredi. Donc la ronde était pas spécialement close, mais on s'y attendait. On a quand même eu des matchs un peu décevants, notamment le match de Romain et le match de Martin. Mais bon, ça on le savait, hein, Sylvanette. Bon, surtout que c'était sur passe. En vrai, ça on le savait. Mais ouais, le match de Romain était un peu décevant. Moi, je m'attendais à genre qu'il gagne de 20 et là, il perd de 4. Donc, ça fait quand même un petit delta sur ce que je pensais. On en rediscutera. La ronde 5. La ronde 5, on joue contre les Lions Celtes. Les Lions Celtes qui sont en galère. Et on savait que c'était censé être la ronde la plus facile. Ceci étant, comme d'habitude, il faut rester concentré pour pas se vautrer. Des fois, on se vote sur des rondes faciles. On avait sur Bountiful Equinox Yorin contre Quentin. Et nous avions Thomas contre Agony, Adrien. Ensuite, sur Passing Season, nous avions Romain contre Pierre. Et nous avions Martin contre Lucas dans un magnifique Skaven qui a duré les 3 heures de la ronde. Franchement, Martin a dû m'en vouloir sur ce pairing. Ça doit être le pairing des enfers du Skaven. Il se passe rien pendant la game et tu joues 3 heures, quoi. Ensuite, sur Life Cycle, nous avions Idonet, donc Ivan contre Julien, avec un match-up qui s'est fini en quasi-égalité. Et de notre côté, c'était moi-même contre Jérémy. Et sur la dernière map, sur Creeping, nous avions Clément contre Aléric, Jérémy. Et nous avions Hugo contre Edoval. Hugo en grand sacrifié, parce que littéralement, le match-up est complètement injouable. Mais on le savait, mais c'était le seul match-up où c'était... c'était le seul match-up où je savais que c'était un gros sacrifice, mais c'était au prix de tout le reste. Et ça a payé au final. Littéralement, il me semble que ronde 1, il m'a dit il avait perdu Durtu, Drisha et Loarson ronde 1, tour 1. Donc c'est compliqué. Mais on le savait. Et le fait qu'il ait réussi, je sais pas comment il sauve 36 points d'ailleurs dans ce match-up. Hein, vraiment, chapeau à lui. Drisha, un PV restant. Allez! Thomas, est-ce que tu nous briefes un petit peu sur ta partie contre, contre City of Sigmar? Il y avait 40 cavaliers, 120 PV en save à 3, voire à 2. Et ça s'est bien passé, 70-30. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? J'appréhendais un peu. Alors, moi, j'étais très content de jouer contre Agony. C'est super sympa et c'est trop cool de faire une game contre lui. Mais j'appréhendais quand même un peu parce que
En fait, dans ma tête, 101 PV Save à 3, voire Save à 2 en Ward à 5, tout le temps, ça paraissait un peu technique à passer avec mes puissantes attaques de Stégadon. Bah, il s'avère qu'en fait, bah, c'est encore plus technique pour lui de passer mon armée. Donc en fait, c'est un peu, il rebondit sur moi et il me regarde. Et en fait, il est tributaire des 4+, sachant qu'il y a une interaction qui est rigolote avec la frégate qui me conforte dans l'idée qu'elle a totalement sa place ici. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me laisse le T1. Alors moi, je pense qu'il y avait débat sur le fait, parce qu'il a gagné le toss, mais il y avait débat sur le fait de le prendre ou de me le laisser, parce que ma liste a pas trop envie de prendre des doubles. Mais peut-être que lui, il avait envie d'en prendre un, ça c'est sûr. Mais du coup, ça me permet de quand même on full chill et de prendre un peu de me poser à l'avant. Je refais ma même stratégie. Hein, go again, on remet les 7 gros. Alors cette fois, il y en avait un qui était resté sur les côtés pour taguer un objet. Surtout qu'en fait, alors aussi, ce qui fait que le match-up est plus prenable, c'est les tactiques d'Adrien qui étaient Master Intercept. Master Intercept, moi c'est pas compliqué, mais Master Intercept, c'était Bah, du coup, j'ai mis en Intercept le All Blood et comment il s'appelle, le Star Priest et la frégate. En gros, le All Blood, c'est simple, il a été déployé dans un coin de la table, je ne l'ai même pas bougé, j'ai même pas daigné le jouer. Euh, et le Du Star coup, il a Priest, il servi. Il était est cool au. comme target d'intercept finalement, ce All Blood. Ah oui, non, mais il est pareil, dans Master Intercept, t'es chouette, tu vois. Non, non, il sert en ne servant pas. Ouais. Le Star Priest était logé entre toute mon armée, donc c'est simple, il avait tous ses bodyguards. Et la frégate, bon, la frégate a fini par mourir. C'était peut-être une erreur, j'aurais peut-être dû le mettre sur autre chose, sur un spawn peut-être. Et du coup, bah en fait, ce qui se passe, c'est que T1, je fais une phase de tir assez salée, parce que je lui tue 6 caves au tir, ce qui était probablement pas à l'average. Je l'ai pas fait, mais moi j'espérais plus 3 ou 4. J'étais content. Et en fait, derrière, bah, il a pas sa prière de Ward 5 parce qu'il la rate. Il rate sa prière de Ward 5 de Zenstra. Et du coup, il y a un peu une discussion on en a discuté sur le moment parce qu'on était vraiment, on se connaît et tu vois, c'était intéressant de voir les deux. Surtout que lui connaissait la liste parce qu'il l'avait joué avant. De se dire, bah, est-ce qu'il faut y aller à ce moment-là parce est-ce qu'il peut tanker une autre phase de tir. Il a choisi d'y aller. Et en fait, bah, il a essayé de one-tap le Stegadon Chief qui était devant pour essayer de débloquer son master de passe. Il a pas réussi à le one-tap. Il le tuera quand même au tour d'après parce que j'ai raté mon spell pour le full heal. Mais il y a une interaction qui est rigolote en fait, c'est avec la frégate. Bah, en fait, la frégate, vu que le 4+ des caves est en charge phase et à any charge phase, et il fait qu'ils sont considérés comme chargés, bah, en fait, ils sont toujours éligibles aux 2+ de la frégate pour mettre des CBM. Bah, en fait, du coup, il peut pas les faire. Tant qu'il est tagué avec la frégate, s'il le fait, il se prend des CBM dans la gueule. Et bah, le trade est pas bon, du coup. En fait, il se fait grind beaucoup trop vite s'il fait ça. Et s'il le fait pas, il a pas de dégâts. Du coup, il est un peu le cul entre deux chaises. Et en fait, moi derrière, j'arrive à avoir. J'ai mes 2 spawns qui sont là, qui arrivent à mettre un -1 save à un des packs. Et en fait, -1 save, il se prend du tir, puis ensuite, il se prend des charges de Stegadon. Armor Cruncher, il se retrouve avec un pack qui est en -2 save. Bah, il s'est fait défoncer par des Stegadons. Et en fait, il se retrouve très vite, genre au fin de ronde 2, il me semble qu'il restait 12 caves sur table sur les 40 de base. Ce qui n'était pas ce que je pensais. Moi, je pense que si, bon, alors, s'il avait eu sa board à 5, ça, qu'on soit clair, ça aurait pris plus de temps. Mais en l'occurrence, le temps, c'était pas le problème pour moi. Hein. Tant que je gardais l'objectif du centre, j'étais chill. Et j'ai un Stegadon qui est parti faire qui a commencé à faire des virages pour aller chercher les alchimites qui étaient les intercepts. Et du coup, en fait, la game, au bout d'un moment, j'arrive à me délock et c'est fini, quoi. Yep. De mon côté, je pense que j'ai jamais vu une game aussi dégueulasse en termes de dés pour mon adversaire. On joue First Prince avec du tir contre OBR et notamment le pas d'ordre sur Catacross. Il y a des moyens de gérer ça. Mais alors, vous avez deux options quand vous jouez avec Catacross contre la bombarde. Option numéro 1, vous obscurez tout. Donc, ça veut dire que vous avez Catacross qui est à côté d'une Place of Power ou à côté d'une forêt. Et vous avez tous vos packs de 6 qui font des tours de Place of Power pour être obscurés. Option numéro 2, vous obscurez
que Catacross, et Catacross est à 6 pouces d'absolument tout. Comme ça, il ne se prend pas son pas de commande. Là, Jérémy a fait une petite erreur là-dessus, c'est que quand il a décidé d'avancer, il n'a pas mis Catacross à plus de 6 de ses unités. Il a décidé d'avancer très agressivement avec toute son armée parce qu'il n'avait pas envie de se faire tirer dessus pendant plusieurs tours. Ce que je peux entendre, hein, il y a vraiment de gameplay. On peut vraiment tempo en essayant de jouer avec l'obscuring avec toute l'armée ou full go. Et juste, il faut s'assurer d'avoir Catacross à plus de 6. Si vous faites un full go, il faut s'assurer d'avoir Catacross à plus de 6 de tout et Obscuring. Là, malheureusement, il l'a pas fait, Jérémy. Et donc, ça veut dire que, grosso modo, moi, à mon T1, je peux mettre Catacross en pas d'ordre sur un 3+, ce qui ensuite baisse très fort ses stats défensives. Donc, ça s'est passé. Mais surtout, moi, je savais très bien que, grosso modo, il joue 18 Stalkers, 6 Immortis, Catacross, et quasiment tout, quoi. C'est quasiment tout. Et ce que je sais, c'est que le volume de dégâts vient des Immortis Guard. Les Stalkers, ça n'a pas de volume de dégâts. Et moi, mes Bloodletters, c'est du volume de PV. Donc, ce qui me contre fort, ça va être les Immortis Guard. Les Stalkers, faut que j'y fasse très attention avec Be'lakor, parce qu'ils peuvent me dire pas de ward. Pas de ward, ça veut dire que je perds ma ward à 4. Après, il n'a pas de reine contre, hein, donc ça reste dicey. Et normalement, 6 Stalkers, je pense pas que ça one-tap Be'lakor. Mais c'est très dicey. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cordon de 1 pouce devant, pas de 1 pouce, mais un modèle devant Be'lakor. Et je me suis débrouillé pour que Be'lakor soit derrière son cordon de 20. Il y avait 20, mais il y avait une ligne toute seule devant. Et le but, on a discuté, on a mis les socles, c'était que Be'lakor ne puisse que se faire taper au maximum par 3 Stalkers. Parce que 3 Stalkers, j'étais en mode, bon, si moi ne tape Be'lakor avec 3 Stalkers, il y a un problème, quoi. Même sans ward. Et en plus, s'il choisit l'anti-ward, ça veut dire que ces Stalkers, ils vont se prendre la foudre après en retour. Au final, il y a un truc qui a fait basculer la game dès le tour 1, c'est que je mets tous mes tirs dans les Immortis et je one-tap le pack. On a fait les stats, ça a 0,14% de chance d'arriver. Donc, c'était... moi, j'ai bien rollé mes D3 et lui, il a fait aucune save sur une unité qui est en save à 2 de base et qui était en save à 1 contre le bombarde. Donc, ça a été un peu un déchirement quand même. De voir ça parce que ça a clôturé la game dès le tour 1 alors qu'en vrai il y avait un peu de jeu, même s'il a fait l'erreur de Catacross, il pouvait continuer à jouer en fait. Statistiquement j'ai tué 2, peut-être 3 Immortis au max et derrière c'était quand même chaud, hein, parce qu'il prenait le tour, il me rentrait absolument tout et après on voyait ce qui se passait. Là grosso modo il a pas fait grand chose, quoi, et derrière après je lave toute l'armée tranquillement et après on finit la partie, quoi. Mais le match-up est beaucoup plus tendu que prévu. Si jamais il met Catacross à 6 pouces, on peut jouer agressivement comme ça, ou on peut jouer tempo en huguant, en collant tous les Place of Power. Il y en a pas mal sur Life Cycle, hein, c'est pas un mauvais choix, puisqu'il y en a pas mal full au centre. Mais il s'avère que là, il y a eu des jets de dés, il y a eu des faits de jeu, là on peut le dire, qui ont clôturé la game dès le tour 1. Malheureusement pour Jérémy, qui était très agréable nonobstant, malgré les jets de dés en sa grosse défaveur. Et du coup, on finit sur un score à sens unique qui est censé être beaucoup plus tendu que ça comme partie. Voilà. Quoi d'autre à dire sur cette ronde? J'ai pas trop d'infos, pas plus d'infos que ça. Ouais, entre la partie COS et celle-là, j'avoue que en plus, on était côte à côte, Thomas, je crois, hein. Ou on avait une personne entre nous. Non, justement, c'était Yorin qui était entre nous deux. On avait Yorin entre nous. Mais même, en grosso modo, les 3 tables-là se passaient hyper bien pour nous. Bon, au niveau coaching, les Lions se sont vite rendus compte que c'était compliqué, quoi. J'ai tout donné pour remonter votre morale. Hugo, le capitaine moral. Merci Hugo pour les travaux. Donc, on clôture avec un gros score contre les Lions. Les Lions qui n'ont pas démérité, nonobstant, qui ont joué toute leur ronde malgré les défaites. Et ça reste quand même à souligner. Et on était très content aussi de voir Edoval qui n'avait pas pu faire l'aller
et de le voir. Edoval qui a bien perfait sur cette session, il me semble, hein. Si je regarde vite fait, même si en team ça a moins de valeur, hein, bien sûr. Ouais, Edoval qui perd qu'une seule game, hein. Donc une belle perf de la part d'Edoval, le joueur qu'ils n'avaient pas à l'aller, où ils auraient peut-être pu faire beaucoup, beaucoup plus de choses à l'aller, hein. Donc le tournoi se termine sur ce classement. Un très beau tournoi, très très content. Très très content d'avoir joué là-bas, d'avoir rencontré les gens du KV du Vieux Monde, d'avoir revu tout le monde. C'est toujours un immense plaisir. Euh, la Ligue 1 se finit du coup match aller plus retour. Les Sect of Monk malheureusement sont deuxième derrière nous-mêmes, puisqu'ils ont perdu deux rondes à l'aller. Nous, on perd une ronde à l'aller, une ronde au retour, ce qui nous donne une victoire au point. Euh, J'aimerais bien suggérer, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, j'aimerais bien suggérer que le deuxième tiebreaker, ça soit le head-to-head record. Head-to-head record. Ben, le face-à-face. Genre, là, on est égalité Ah ouais, ouais, vu en nombre qu'ils de nous ont défoncé, victoires, mais eux, ils sont en 2-0 contre nous. ouais, Pour moi, ça vaudrait pour le coup, ils je suis méritent assez d'accord. plus d'être premiers que nous, tu vois. Ouais, non, ça Et du s'entend. coup, moi, je pense que dans ce format de ligue, on pourrait très bien adapter Hmm. et c'est pas une critique, c'est une suggestion, hein. On pourrait très bien adapter s'il y a une égalité aux victoires, on fait le head-to-head entre, entre les deux équipes pour le secondaire, ce qui veut dire que s'il y a une équipe qui a battu deux fois l'autre, bah, elle gagne, quoi. Ce que je trouve cool. Ouais, je pense que le cas de figure est un peu rare. Parce que mine de rien, le fait d'avoir perdu 2 fois contre eux, je pense que ce qui arrive le plus souvent, c'est d'avoir une victoire et une défaite l'un contre Ouais, l'autre. Donc je pense que c'est. je suis d'accord, mais du coup, ça coûte rien de le mettre en deuxième parce qu'au pire, Oui, bah, c'est tu vrai. passes au point, quoi. Ouais. Ouais, non, Artemas, c'est pas du tout une critique, c'est peut-être une suggestion d'amélioration parce que je trouve ça sympa. Je trouve ça plus sympa d'avoir ça parce que je trouve que ça a de la valeur en fait de se dire bah ils ont gagné le face à face, quoi. Mais après Mm. c'est une suggestion, c'est pas très c'est pas vital, quoi. Finissent ensuite en troisième global l'Alliance, qui avait fait un très bon aller et un moins bon retour malheureusement. En quatrième, les Adeptes. Donc on a nos quatre équipes du Big Four. Et du coup, c'est assez impressionnant de la part des Select of Monk qui ont été repêchés pour venir compléter la Ligue 1. Un immense bravo à eux, un gros investissement qui a payé et vraiment très 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 beau. Un immense immense bravo à cette équipe. Moi, j'aurais dit, hein, j'adore ce qu'ils ont fait, leur parcours. Ça fait extrêmement plaisir de les voir là. Nous avons donc les Green Poney qui vont aller jouer les relégations avec les équipes montantes de L2 et les Lions Celts qui vont descendre en L2 ouest, j'imagine. Je sais, nord-ouest, je pense. Pour l'an prochain. Voilà, voilà. Au global, qu'est-ce que tu penses de cette première année de ta première année de Ligue 1, de ce format, de tout ça, Thomas? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir un peu changer? Par exemple, les layouts, c'est quoi, ça a été quoi ton avis dessus? Sur les timings de rendu, le fait qu'on ait les rondes en avance, tout ça, un peu tout ton feeling sur l'orga. Est-ce que tu as des critiques à faire? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, moi, j'ai trouvé que par exemple, les layouts, j'ai toujours un problème avec parce que je trouve que les scénars sont. Ouais, Ouais, c'est bon. pardon. C'est bon. Je trouve que les layouts sont de base de game sont très bons et je sais que c'est pas un problème de règles mais un problème de moyens. Et je pense que du coup ça vaudrait le coup, ne serait-ce que pour la Ligue 1, de, de, de s'intéresser à essayer d'avoir plus accès à ces forêts. Parce que je trouve qu'il y a des scénars, typiquement Liferoots. Bon, c'est un scénar que d'habitude je touchais pas trop parce que généralement quand je jouais Caradon, je l'esquivais plus qu'autre chose. Mais là, j'ai vu et en fait je trouve que le fait de ne pas avoir accès à toutes les forêts rend le scénario vraiment différent et je trouve ça dommage parce que en fait par exemple ça fait que l'underdog est risible parce que bah il est presque pas utilisable et du coup alors que c'est un des underdogs les plus forts. Ramener un modèle
Il y a certains war scrolls sur lesquels c'est absurde. On y pense, hein, ramener un gunhauler, ça peut être rigolo. Mais du coup, c'est très dur à faire s'il y a pas, on n'a pas toutes les forêts accessibles. Je trouve que de manière générale, en fait, après ça c'est une opinion plus qu'autre chose, hein, mais je trouve que transformer les layouts c'est dommage parce que ils ont été pensés et pour le coup je trouve que c'est pas du tout une des faiblesses de la V4. Les layouts sont plutôt bien foutus. Après, encore une fois, j'entends la contrainte pratique de ces layouts, mais je pense que ça mériterait d'être étudié. Ensuite, avoir les rondes en avance. Alors moi, alors, ça va vous paraître un peu opportuniste parce que on est peut-être nuls, c'est peut-être nous qui sommes nuls sur Noxus. Mais moi, venant du jeu vidéo et tout ça, et étant un grand fan d'e-sport, je trouve qu'il y a des trucs. Le pick and ban, c'est quelque chose qui mériterait que je trouverais assez intéressant de tester dans des tournois, pas forcément pour la ligue, mais que tester en parallèle pour voir ce que ça donne, et ensuite pourquoi pas l'adopter comme format. Mais je trouvais ça stylé de pouvoir pick et de ban des scénarios, parce que en fait. Bon alors, encore une fois, hein, n'y voyez pas d'opportunisme, hein, on est peut-être juste nul, hein, mais Noxus, c'est un scénar que je trouve pas très intéressant en termes de scoring, parce qu'en fait, sa capacité à compenser le scoring de deux autres games est pas hyper intéressant. C'est dommage parce que bah, dans l'idée, il devrait pas y avoir de scénar comme ça, parce que c'est bête qu'une game en vaille plus qu'une game vaille 1,5 game en termes de scoring. C'est un peu dommage, ça n'a pas vraiment de sens. Euh, et bon, alors, j'ai bien conscience que ça irait pas à tout le monde et ça permettrait de construire des rosters qui snoberaient certains scénarios. Mais je pense que ça peut être intéressant de, de proposer ça, d'avoir droit à ban un scénar et en fait, peut-être de pas forcément connaître les scénarios à l'avance. Comme ça, on sait pas trop. En fait, et d'adapter et de choisir, de piquer les scénarios sur chaque ronde pendant le pairing. En fait, ça donnerait des trucs assez stylés. Après, je pense que c'est vrai que le modèle d'AOS qui fait que tu construis ta liste avant permettrait d'orienter vraiment sa liste pour jouer un scénario et être sûr de l'avoir. Ça peut être un problème. Sinon, sur d'autres sujets, moi j'ai kiffé les deux lieux. Châteauroux, j'y étais déjà allé, là je découvrais le Café du Vieux Monde. Très sympa. J'ai adoré, la plupart de mes games étaient vraiment chouettes. J'ai pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Et c'était très cool. Non, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Ouais. Je te rejoins un petit peu. Après, je comprends. Moi, je pense que en termes de layout, je sais pas comment ça va être pour l'année prochaine, mais je comprends que pour la première année, il y ait des besoins, en tout cas, d'adapter pour que pour que tout le monde puisse en faire les parties rapidement. Tout le monde puisse avoir des tables assez facilement. Et on l'a vu, hein, de toute façon, c'est jamais très simple d'avoir tous les décors, etc. Donc j'ai pas trop de soucis avec les layouts, surtout je trouve qu'ils ont quand même été améliorés entre les premiers et la deuxième version. Donc ça, pour le coup, ça a été bienvenu, là, je trouve, la mise à jour de la deuxième version. Et sur les rondes en avance, je suis très partagé. Il y a un gros point positif qui est que ça fait gagner beaucoup de temps sur la préparation et on n'est pas des professionnels, on a tous du temps limité et ça permet également de rapprocher le niveau, je pense, des équipes plutôt que des gens qui auraient énormément de temps pour préparer versus d'autres, ce qui donne peut-être des rondes un peu plus closes, même si, comme on l'a vu, les Monks, ils ont pu préparer à balle et proposer vraiment des pairings de haute volée. Donc, je suis plutôt OK avec ça, mais je suis complètement d'accord avec toi que un format plus dynamique aurait un intérêt. En tout cas, moi, ça me ferait kiffer d'arriver et effectivement d'avoir des piquets ban sur les maps. Ça me ferait kiffer juste pour l'exercice intellectuel de pairing et l'exercice aussi de construction de roster.
mais c'est presque un autre jeu d'équipe. C'est presque un autre jeu d'équipe. Et tant que les Worlds ils sont sur ce format-là, moi je comprends complètement qu'on va sur ce format-là. Mais par contre, organiser un tournoi qui n'est pas une ligue et tenter ce genre de choses, en vrai, je pense que ça me ferait kiffer. Et c'est une bonne idée. Donc, ça, en vrai, très cool. Moi, je vais réappuyer sur le fait que je trouve que en termes d'ambiance, c'est de mieux en mieux. Il faut aussi le dire quand ça va de mieux en mieux. Je trouve que ça s'est bien assaini. La scène est de plus en plus cool, je trouve. Moi, j'ai eu que des très bons matchs, mais comme je le dis assez souvent, malgré moi, je suis privilégié parce que les gens qui peuvent être un peu plus ennuyeux, ils osent pas trop contre moi parce que j'ai une visibilité, etc. Donc malheureusement, je suis pas une référence sur comment se passent les tournois. Mais en tout cas, après, sinon, c'est moi j'en profite, hein, puisque du coup, je passe que des excellentes games. Et je tiens quand même aussi à remercier toute l'orga OSFF parce qu'il y a du taf de fou hein, en arrière-plan. Je vais forcément oublier des gens, mais je pense beaucoup à Muad'Dib qui s'occupe de vraiment gérer toutes les ligues, toutes les régions. Des fois, il y a des couacs, mais franchement, vous vous rendez pas, les gens ne se rendent pas compte de la quantité de boulot à abattre. Et il n'y a pas que lui, hein, il y a plein de gens derrière. C'est juste, je pense à lui en premier, parce que c'est lui qui prend quand même au début beaucoup de temps. Il n'y a pas que lui, il y a plein de gens. Je pense aussi aux arbitres. Je trouve que ça s'améliore aussi. Et c'est important de le noter. Des fois, j'ai tendance à être critique avec des décisions, ce qui. Jamais sur l'event. Sur l'event, c'est toujours la décision de l'arbitre est toujours absolue. Mais je trouve que c'est quand même intéressant post-event de faire des retours, ce qu'on a fait régulièrement, dans le calme et dans la bienveillance, dans un esprit d'amélioration, mais je trouve que ça va dans le bon sens. Je trouve que ça s'améliore et je trouve que tout avance en fait correctement. Donc un grand merci et je remercie beaucoup également Artemas qui a assuré l'aller tout seul et le retour avec Simon. Ça a fait beaucoup de boulot et ça s'est globalement très bien passé. Donc c'était très cool. Et sinon, j'ai eu un petit bémol, mais moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. Il y a des gens qui l'ont ressenti comme ça, et je vais le remonter. C'est que grosso modo, il y a des équipes qui se sont dit il n'y a plus de hype sur la Ligue 1 et tout le monde s'en fout de la gagner. Alors moi déjà je suis pas d'accord avec cette affirmation parce que pour moi il n'y a pas plus de hype maintenant qu'avant. C'est pas parce qu'on a le Big Four que la Ligue 1 ça reste une ligue fictive. Ça a toujours été une ligue fictive, hein, il n'y a rien derrière, il n'y a jamais eu quoi que ce soit derrière. Donc pour moi ça n'a rien changé, c'est juste qu'on a un tournoi en plus pour décider du Capitana. Maintenant il y a des gens qui l'ont ressenti comme ça. Je suis pas sûr qu'il faille faire quoi que ce soit, mais voilà, après, je l'entends. Moi, j'aimerais bien qu'on ait potentiellement un peu plus de. Alors, si on voulait vraiment faire évoluer la ligue, je, je pense que c'est plus important pour l'an prochain de relancer les solos, mais parenthèse sur la ligue, si on voulait vraiment faire évoluer la ligue, moi, ce que j'aimerais, c'est éventuellement qu'on ait une ligue plus comme ils peuvent avoir dans d'autres sports, suivis sur plusieurs week-ends, etc. Mais en termes de logistique, c'est un cauchemar. Donc, je sais que c'est pas possible pour le moment. Et aussi, il y a plein de joueurs qui peuvent pas se libérer X week-end dans l'année. Donc, je pense qu'en ce moment, on est au meilleur de ce qu'on peut faire en prenant en compte toutes les contraintes, ou pas loin. Mais voilà, grosso modo, un peu pour les retours. En tout cas, nous, on est venu avec pas mal de tests. On était très contents de ces tests-là. Du côté de l'équipe de France, on va prendre jusque environ fin mars 2 mois pour tester des choses, aller toucher un peu à tout et également se reposer un petit peu. Et le gros du boulot va commencer post-Battle Scroll de mars quand on aura une méta un peu plus stable. Et à ce moment-là, il va falloir intensifier les entraînements,
et se préparer très sérieusement pour les Worlds de juin. Et voilà. Thomas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cette Ligue 1 ou sur l'équipe de France? Non, je crois que c'est très bien. On va essayer de s'améliorer et de pondre un pairing Noxious qui ressemble à quelque chose. Ouais, j'avoue. Et avec ça, on sera bon. Exactement. Bah, un immense merci Thomas d'être venu débrief ce match retour. C'était très cool de t'avoir ici. Un immense merci à tout le chat. On se voit mercredi pour un Spoonfed tactique sur comment gérer le tir quand il y a du tir en face. Portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à mercredi. Des bisous. Bonne soirée. Ciao.